Et merci à Christian Razzo, merci à l'association ADA et merci à toutes les personnes qui donc participent ce soir à ce moment d'échange sur le thème de la cruauté commise sur les animaux. Donc, je me présente encore un peu. Donc, Laurent Bègue, voilà, professeur à l'université Pierre Mendès France, ex-Mendès France, qui est maintenant à l'université Grenoble-Alpes. Voilà, psychologue social, c'est-à-dire intéressé par les interactions entre les individus et la façon dont les individus s'influencent mutuellement et également combien est-ce que finalement les individus présents ou absents vont avoir un effet sur nos comportements interpersonnels. Donc pourquoi est-ce que je me suis intéressé à la question de la cruauté envers les animaux? Eh bien, depuis à peu près une dizaine d'années, je travaille sur les déterminants du comportement agressif. J'ai beaucoup notamment étudié la question des substances psychoactives. J'ai même expérimenté sur le sujet en laboratoire sur cette question-là. Et puis voilà, dans les sphères qui semblaient particulièrement intéressantes, dans les marqueurs également de violence, il y avait la violence perpétrée à l'endroit donc des animaux qui aujourd'hui fait partie effectivement des sujets assez brûlants, assez intéressants dans différentes disciplines. Et donc, sur cette base, j'ai eu l'occasion de lancer donc des études comportementales et des enquêtes dont je vais vous parler ce soir. Voilà donc un petit peu disons les grands éléments introductifs de cette discipline. Alors, je vais avoir un prisme évidemment en particulier qui est celui de la psychologie et de la psychologie sociale. Donc, ça sera évidemment très, très focalisé sur un champ disciplinaire. Et à votre charge ensuite peut-être de m'apporter à l'issue de ma présentation eh bien, des questions et peut-être des éclairages ou des compléments qui nous permettront ensemble eh bien d'élargir peut-être le sujet de la cruauté envers les animaux, puisque bien sûr c'est un sujet qui est intrinsèquement pluridisciplinaire. Alors, mon diaporama se défile par ici, voilà. Donc, peut-être que vous connaissez ces gravures de William Hogarth, donc, qui justement fait état de 4 étapes de la cruauté, gravures qu'il a réalisées dans une perspective qu'on pourrait appeler démopédique, c'est-à-dire d'éducation du peuple. Hogarth était sensible finalement aux violences commises envers les animaux dans les rues qu'il fréquentait à Londres. Et donc, il a dessiné ces 4 gravures, ces 4 étapes pour enseigner finalement aux gens que la violence envers les animaux eh bien, pouvait avoir des conséquences néfastes et funestes, non seulement pour les animaux, donc voilà le second stade de la cruauté où nous avons un cheval qui est maltraité par un charretier dans une rue de Londres, mais également ensuite sur des humains, puisque là la maîtresse donc de Tom Nero, le protagoniste funeste de ces 4 gravures, eh bien, est assassinée par l'intéressé. Et puis l'histoire se termine mal pour Tom Nero, puisqu'il est finalement pendu après ce crime atroce et son corps est vivisectionné avec, vous avez évidemment remarqué qu'un chien consomme des parties de son corps. Donc on a toute une sorte de fable morale assez terrible qui associait déjà effectivement donc la violence envers les animaux et celle envers les humains. On dit que Kant s'en serait servi d'ailleurs dans ses cours. Donc c'est un quadriptyque assez connu. Alors on peut aussi entrer dans le sujet par l'ouvrage qui a été édité par Michel Foucault, Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère, donc en 1838. Pierre Rivière, un jeune homme de 20 ans, aux cheveux et sourcils noirs, front étroit, regard oblique, était jugé pour le triple assassinat de sa mère, de sa sœur et de son frère, puis condamné à mort. Et dans les archives de ce procès, qu'a rassemblé donc Michel Foucault, on découvre qu'il maltraitait rudement ses chevaux sans motif et martyrisait toutes sortes d'animaux. Il écrit par exemple, donc, je crucifiais des grenouilles et des oiseaux. J'avais aussi imaginé un autre supplice pour les faire périr. C'était de les attacher avec 3 pointes de clous dans le ventre contre un arbre. J'appelais cela les énupharés. Je menais des enfants avec moi pour faire cela. On verra que ça a une dimension sociale qui est remarquable également. Et quelquefois, je le faisais seul. Alors, on a bien sûr des faits divers qui vont nous alerter finalement sur l'association entre les cruautés, les violences et les comportements agressifs envers les animaux et envers les humains. Par exemple, en 1999, Eric Harris et Diane Klebold,
dans un lycée à Columbine aux États-Unis, ont froidement abattu 12 élèves et un enseignant avant de se donner la mort. Et l'analyse rétrospective a montré que ces adolescents de 17 et 18 ans s'étaient vantés d'avoir mutilé auparavant des animaux. Et donc la question évidemment que tout le monde peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une relation entre les cruautés commises envers des animaux et les comportements de destruction et de violence envers les humains. Alors, il y a eu des études systématiques qui ont été menées, par exemple, sur les fusillades en milieu scolaire, une analyse de 23 auteurs de fusillades en milieu scolaire entre 1998 et 2012. Il est ressorti que 43% d'entre eux avaient perpétré des actes de cruauté envers des animaux dans les années qui ont précédé les massacres. Alors, les conduites cruelles envers les animaux commises durant l'enfance ont été considérées par de nombreux penseurs depuis l'Antiquité comme un vice alarmant que les autorités éducatives et la société dans son ensemble devaient combattre, après Pythagore, après le théologien Thomas d'Aquin, après Montaigne, Kant, et Locke. Eh bien, il y a eu d'autres auteurs plus contemporains, comme Anna Freud ou l'anthropologue Margaret Mead, qui se sont intéressés à la question et qui suggéraient effectivement qu'il y avait un lien, une association entre ces violences commises envers les animaux et les violences dont les humains devenaient des victimes. Alors, je vais maintenant justement entrer dans le vif du sujet avec donc deux perspectives finalement qui se complètent. Une première qui est une perspective plutôt psychopathologique, c'est-à-dire qui considère que ces comportements de cruauté envers les animaux traduisent des déficits, des difficultés psychologiques particulières qui marquent leurs auteurs. Et dans la seconde partie, eh bien, j'essaierai de vous convaincre que finalement, il serait erroné de se limiter à une perspective pathologisante, mais qu'il faut également comprendre ces cruautés comme des comportements qui résultent d'influences normatives, d'influences systémiques, c'est-à-dire qui sont finalement transmises par la société dans son entier et pas simplement des déficits purement individuels. Alors, l'une des premières tentatives d'inscrire le phénomène donc, de ces violences dans un cadre psychiatrique a été dessinée par le psychiatre John MacDonald durant la seconde moitié du XXe siècle. Donc, celui-ci a analysé une centaine de patients d'un hôpital du Colorado aux États-Unis, des patients qui avaient été auteurs de menaces de mort et de violences diverses. Et ces patients avaient été diagnostiqués énurésiques après 5 ans. La plupart d'entre eux, ils avaient également très fréquemment été auteurs d'actes de pyromanie et ils avaient été fréquemment également auteurs de comportements de cruauté envers les animaux. Donc ces trois éléments, ces trois marqueurs semblaient finalement être prédictifs de comportements violents envers des humains. Donc bien que la psychiatrie ne s'appuie plus aujourd'hui vraiment sur cette conceptualisation pour analyser des conduites à problème des enfants et des adolescents, parce que justement, ces trois facettes, en fait, sont beaucoup moins intimement liées que MacDonald l'avait suggéré. Cette approche, donc dans les années 60, a sensibilisé de très nombreux psychiatres et travailleurs sociaux à ce que pouvaient révéler finalement de la part des adolescents ou des adultes ces comportements, donc ces relations entre cruauté envers les humains et envers les animaux. Par la suite, d'autres études donc, ont corroboré finalement ces faits. Par exemple, Linda Merz-Pérez et ses collègues ont questionné un échantillon de 45 délinquants violents d'une prison à sécurité renforcée en Floride, qu'elles ont comparé à un groupe de délinquants n'ayant pas commis de violence. Les chercheurs ont constaté que 56% des délinquants violents rapportaient avoir commis des actes de cruauté envers les animaux durant leur enfance, contre seulement 20% des délinquants n'ayant pas commis de violence. Donc il y avait effectivement une différence entre ces deux groupes. Ces derniers exprimaient d'ailleurs davantage de remords, donc les non-violents, pour ces actes. Par ailleurs, eh bien, on peut également considérer qu'il y a une grande variété de violences envers les animaux et les espèces animales maltraitées. Ce n'est pas indifférent, puisque du point de vue psychologique, arracher les pattes à une araignée n'a aucune commune mesure, évidemment, avec le fait de rouer de coups un chat que l'on aura emprisonné dans un sac en plastique. Et donc, indépendamment de la proximité biologique des autres espèces avec la sienne, l'espèce humaine va finalement catégoriser les animaux selon des critères que l'on dit anthropocentriques, c'est-à-dire influencés par des intérêts humains, matériels ou affectifs, et modulables selon la culture. Ainsi, on voit bien que dans toutes les parties du monde, les poissons jouissent d'une reconnaissance bien inférieure à celle des grands anthropoïdes.
la valeur d'animaux comme le chien ou le cochon varie fortement selon les contextes géographiques et les moments culturels. Les moments historiques, pardon, les contextes culturels. Donc, dans cette optique, maltraiter un animal qui jouit d'un rang élevé dans l'échelle socio-zoologique, donc qui reflète la valeur que la société va attribuer aux différentes espèces, apparaît moins anodin, plus grave que de s'abattre sur une espèce pour laquelle il n'existe que peu d'inhibition à sa destruction, par exemple des insectes ou des souris ou des rats. Pour cette raison, pour prédire des violences graves envers des humains, les violences commises envers des animaux socio-zoologiquement proches, comme des chats ou des chiens, constituent un indice statistique plus pertinent, plus prédictif de violences envers les humains que des violences qui sont commises sur des animaux qui sont socio-zoologiquement plus éloignés. D'autres auteurs ont également suggéré que la proximité, au sens même littéral, pouvait s'avérer pertinente, puisque les adolescents qui font subir des sévices aux animaux qu'ils ont sous la main sont généralement moins à risque de développer des conduites antisociales graves que ceux qui cherchent délibérément des animaux à l'extérieur de leur foyer. Donc il y a effectivement cette mesure de la motivation aussi à blesser, plus il y a, je dirais, d'éloignement du foyer, plus la motivation à blesser sera importante. Alors, on peut se demander quels sont les modus operandi et les modalités donc, de ces violences. Donc, toutes les cruautés ne se valent pas. Certaines méthodes exigent en effet une plus grande proximité que d'autres, parfois même un contact physique rapproché. Ainsi, une étude américaine menée auprès de 314 personnes incarcérées montrait que la modalité la plus fréquemment employée, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les études américaines, était l'utilisation d'une arme à feu, dans 77 cas, ce qui garantit une certaine distance physique entre l'auteur et l'animal. D'autres méthodes étaient les coups, dans 43 cas, l'utilisation d'un poison, dans 17 cas, le jet sur l'animal sur un mur ou bien un objet, l'étranglement, l'étouffement, les brûlures. Et ce qui est ressorti, c'est que les délinquants violents avaient davantage été auteurs d'actes impliquant une plus grande proximité physique avec les animaux. Donc finalement, quelqu'un qui va blesser un animal avec une carabine semble moins à risque en quelque sorte qu'un quelqu'un qui va étrangler un chat de ses propres mains. Donc il y a évidemment cette dimension physique, de proximité physique qui va être diagnostique de la gravité psychopathologique de l'individu. Alors, l'une des limites de certaines des études que je viens de mentionner réside dans la taille des échantillons, souvent assez restreintes. C'est rarement plus d'une centaine de personnes qui vont être étudiées. Et plus gravement encore, l'absence de groupes permettant de comparer strictement finalement la proportion, c'est-à-dire lorsqu'on apprend par exemple que 21% des 354 tueurs en série d'une étude de référence avaient commis des cruautés envers les animaux, ou que 46% des auteurs d'homicides avaient maltraité des animaux durant leur adolescence, il manque une information décisive qui est quel est le pourcentage d'actes de cruauté au sein de la population générale. Sinon, évidemment, on ne peut pas se faire vraiment une idée de cette importance diagnostique. Une seconde difficulté réside dans le fait que très souvent, les faits de cruauté envers les animaux ne sont pas dénoncés ou le sont moins dans certains contextes culturels ou ne sont tout simplement pas enregistrés. Donc tout ça, ça va apporter finalement des limites dans la compréhension, dans la description de ces phénomènes. Alors, on a un intérêt, c'est finalement de déporter les recherches qui initialement étaient finalement focalisées sur les populations carcérales ou les populations psychiatriques à je dirais, des enquêtes en population générale. Alors, la difficulté donc, que l'on vient de mentionner, finalement, peut être surmontée par ces enquêtes en population générale. C'est le cas des enquêtes dites de délinquance auto-reportée, qui consistent à interroger de vastes échantillons d'un segment de la population ou qui s'appuient sur des échantillons représentatifs au moyen de dispositifs de recueil sécurisés. Donc, une grande étude a été menée, par exemple, par Michael Vaughan de l'Université de Saint-Louis aux États-Unis auprès d'un échantillon anonyme de 43 000 personnes. Voilà, donc une étude qui a marqué parce qu'effectivement, elle est assez massive. Donc, les participants ont répondu à environ 31 questions portant sur des conduites délinquantes comme frapper quelqu'un, mettre le feu, utiliser une arme lors d'une bagarre, etc. Et lorsque Vaughan a comparé les personnes ayant commis des actes de cruauté envers les animaux à ceux qui n'en avaient jamais commis, il est apparu que les premiers avaient un taux de délinquance plus élevé à toutes les questions, sans exception. Voilà. Donc, si vous regardez donc ce tableau un petit peu compact, je le reconnais,
Vous avez donc des personnes ici, donc 728, qui ont une histoire de cruauté envers les animaux, comparée à des personnes qui n'en ont pas, qui sont beaucoup plus nombreuses, 41 000 et quelques. Et on voit que sur tous les comportements délinquants, qu'il s'agisse effectivement de, de harcèlement, de porter une arme à feu, de ne pas payer ses dettes, d'utiliser une arme dans une bagarre, etc., on a une différence entre ceux qui ont été cruels avec les animaux et ceux qui ne l'ont pas été. Ce qui finalement traduit l'idée toute simple que quelqu'un qui commet une violence envers un animal, finalement, dispose d'un marqueur, c'est une sorte de marqueur de déviance générale qui va se porter donc sur ce site comportemental. Alors, on a aussi des recherches qui ont été menées en population scolaire, ainsi, même si elles sont plus rares, j'en cite une ici qui est assez connue, celle de Sonia Lucia de Genève et de son collègue Martin Kilias, criminologue, qui ont interrogé plus de 3600 enfants et adolescents suisses de 13 à 16 ans. Les résultats ont montré que 12% d'entre eux, 17% des garçons et 8% des filles, avaient admis avoir maltraité intentionnellement un animal. 5% des garçons et 1,5% des filles l'avaient fait à plusieurs reprises. Et les animaux qui étaient maltraités étaient le plus souvent des chats ou des chiens, dans 29% des cas, des poissons, des lézards ou des grenouilles, dans 18% des cas, des oiseaux, dans 11% des cas, et d'autres animaux divers, des insectes, des gastéropodes, dans 41% des cas. Et dans environ un cas sur deux, l'acte avait été réalisé en présence d'une ou plusieurs autres personnes. Alors, lorsque les auteurs ont mis en relation donc, ces actes de cruauté envers les animaux avec les conduites délinquantes et violentes des jeunes, ils ont constaté un lien significatif à nouveau qui est ressorti. Ainsi, les enfants qui avouaient avoir maltraité les animaux avaient commis 3 fois plus fréquemment d'actes de délinquance graves, comme par exemple un cambriolage ou une agression conduisant à une blessure. Par ailleurs, la première étude réalisée en France sur les violences commises par les adolescents envers les animaux a porté quant à elle sur près de 12 300 élèves âgés de 13 à 18 ans. Et il est ressorti que 7,3% d'entre eux avaient commis des comportements violents ou cruels envers les animaux, une seule fois pour 44% d'entre eux, à 2 reprises pour 15% et plus de 2 fois pour les 41% restants. La majorité des comportements de cruauté avaient été perpétrés seuls, donc dans 55% des cas, et un quart d'entre elles impliquaient une autre personne. Les animaux étaient principalement des chats, dans 22% des cas, des chiens, dans 14% des cas, ou des oiseaux, dans 11,5% des cas, mais aussi des rongeurs, dans 8% des cas, et des poissons, dans 6% des cas. Les auteurs, comme dans l'étude suisse, étaient majoritairement des garçons et avaient également des problèmes de scolarité, de participation à des bagarres ou de harcèlement. Donc on retrouve finalement la dimension marqueur des comportements envers les animaux. Alors, au-delà d'une pure description des faits de cruauté infligés aux animaux, les enquêtes permettent d'examiner une multitude de traits psychologiques et psychiatriques reliés à ces violences. J'ai mentionné donc la distance physique caractérisait l'acte de cruauté. Elle pouvait évidemment être un élément important, puisque lorsqu'il y avait une faible distance physique, il y avait une plus grande un plus grand retentissement psychopathologique. Et puis, dans l'étude massive que j'ai évoquée de Michael Vaughan, donc, les personnes ayant commis des violences envers les animaux étaient le plus souvent affligées d'un catalogue de problèmes psychiatriques comme des troubles obsessionnels compulsifs, une personnalité histrionique, une tendance à l'addiction, que ce soit l'alcool ou le jeu pathologique. Et en France, les élèves qui avaient commis des violences envers les animaux avaient davantage de troubles anxieux, de troubles dépressifs, avaient un attachement plus faible vis-à-vis de leurs parents et des relations plus distendues avec leur école. Donc on avait évidemment des fragilités en fait, psychosociales. Par ailleurs, il n'est pas rare que les auteurs d'actes de cruauté aient été les témoins de violences familiales ou aient été eux-mêmes physiquement ou sexuellement abusés en tant qu'enfants. Ainsi, selon une étude de Frank Assion de Denver, les enfants victimes de violences sexuelles auraient une probabilité 6 fois supérieure d'avoir été auteurs d'actes de cruauté envers les animaux. Dans de nombreux cas, les violences commises envers les animaux ne sont donc que l'une des facettes finalement d'un tableau psychiatrique problématique. Alors on pourrait évidemment multiplier
à l'envi. Les recherches, il y en a des centaines en réalité hein, sur le sujet. Et donc, il y a une synthèse publiée récemment dans une revue scientifique, la revue Research in Veterinary Science, qui a recensé dans 96 publications les travaux qui relient justement depuis les années 60 les actes de cruauté envers les animaux et envers les humains. Et on peut le résumer, si vous voulez, à retenir, c'est que dans 98% des articles, une corrélation significative a été enregistrée entre les deux. Donc je dirais que c'est un lien qui est massif, qui est robuste. La force de ce lien a conduit d'ailleurs plusieurs agences publiques à porter leur attention sur la manière dont les gens traitaient les animaux afin de déceler ou d'analyser les violences envers les humains. Et depuis 2015, la police américaine collecte des données sur les actes de cruauté envers les animaux domestiques qui sont ensuite mis en relation avec les violences familiales ou les homicides. En psychiatrie, le manuel de référence qui sert à catégoriser les troubles mentaux prend en compte depuis 1987 les violences commises envers les animaux pour diagnostiquer un problème de comportement. Alors, on pourrait évidemment en rester à une perspective qui est finalement circonscrit en quelque sorte les violences commises à l'endroit des animaux à, je dirais, une sphère de la normalité, de la psychopathologie. Ça pourrait être, dans un certain sens, assez rassurant de se dire que ce ne sont que quelques personnes un peu dérangées ou un peu en fragilité qui vont y avoir recours. Mais ce sera aussi finalement une manière de s'empêcher de voir qu'en réalité, les comportements de cruauté sont commis à une échelle beaucoup plus ample et beaucoup plus large que celle-ci. Et donc, j'aimerais donc introduire finalement une dimension plus normative dont vous allez comprendre le sens assez rapidement. Donc, il n'est pas possible, évidemment, de limiter les violences subies par les animaux à des comportements psychopathologiques. Bien longtemps avant que le label aucun animal n'a été blessé durant le tournage n'apparaisse à la fin des génériques de films, le cinéma a fait s'écraser au sol des chevaux, jeter du haut de falaise, décapiter des singes, sacrifier des lapins, sans finalité autre que le divertissement populaire. Donc, finalement, on voit bien qu'il y a là une forme de cruauté qui, quoique finalement relativement acceptée institutionnellement, peut difficilement apparaître autrement que de la cruauté. Donc, les courses de chars homériques du film 11 Oscars Ben-Hur ont coûté la vie à plus de 100 chevaux. Les explosions marines nécessaires au tournage du film Pirates des Caraïbes ont fauché d'innombrables animaux marins et une vingtaine de moutons même auraient péri durant le tournage du film Le Hobbit. Alors, les victimes animales au cinéma sont de moins en moins nombreuses. Effectivement, il y a des comptages qui existent aujourd'hui et qui sont suivis par une association de défense des animaux américaine, notamment, qui surveille le cinéma hollywoodien, notamment. Cette évolution, ce déclin des violences envers les animaux sur les plateaux de films est interprété comme le signe d'une baisse historique de la tolérance envers toutes les formes de violence, en tout cas les violences visibles. Mais cette thèse optimiste est encore assez discutée. En tout cas, il est peu contestable que dans les loisirs de masse d'antan, les animaux comptaient encore moins qu'aujourd'hui, puisque en 2020, on peut rappeler par exemple que des employés du plus important parc à thème français, j'ai nommé le Puy du Fou, affirmaient que des tigres, des bœufs, des chevaux ou des chats y étaient maltraités, mais on peut gager que la situation des animaux était encore moins enviable durant les périodes historiques que ce parc veut mettre en scène. Par exemple, dans la France médiévale, les chats étaient brûlés vifs sur des bûchers, des fêtes estivales, et durant l'Empire romain, les jeux du cirque étaient effroyablement sanglants pour des milliers d'animaux. Pour ne citer qu'un seul exemple, à l'occasion de la fastueuse célébration d'une victoire militaire de l'empereur Trajan au 1er siècle, plus de 11 000 d'entre eux auraient péri. Plus couramment, jusqu'à 100 bœufs étaient tués lors d'événements festifs à Rome, le mot hécatombe traduisant ce sacrifice démesuré. Donc ces faits nous obligent à voir que la manière dont nous traitons les animaux découle essentiellement de normes collectives qui encadrent l'acceptabilité de nos conduites avec eux et dérivent de la valeur qui leur est réservée par la société humaine. Donc, comme toute norme sociale, ces normes sont acquises à travers les influences culturelles qui s'exercent auprès des individus dès leur plus jeune âge, en accentuant un différentiel de dignité entre les humains et les animaux. Et les travaux d'observation montrent par exemple que la tolérance finalement d'une différenciation ontologique entre les animaux et les humains semble s'accentuer avec l'âge, c'est-à-dire que des études de laboratoire ou des
des études sur des dilemmes moraux montrent que les enfants semblent beaucoup moins prêts que les adultes à sacrifier des animaux pour des humains. Comme si finalement la société progressivement inculquait aux enfants des normes et des échelles de valeurs qu'ils ne sont pas forcément censés adopter spontanément. Alors, on peut aussi faire état finalement des motivations ordinaires et non pathologiques qui vont expliquer les violences qui sont observées envers les animaux dans le quotidien, avec donc cette conceptualisation donc de Kellert et Feltos qui vont donc distinguer huit facettes finalement des violences qui sont commises sur les animaux et les motivations qui les sous-tendent. Donc, une des premières motivations, c'est le contrôle, c'est-à-dire on va frapper un chien, bastonner un animal pour le contrôler, pour faire stopper des aboiements, par exemple. Donc, c'est une motivation coercitive qui est également observée durant des séquences de dressage d'ours, de lions ou de tigres ou d'éléphants qui reçoivent des coups de barre métallique ou des décharges électriques lorsqu'ils refusent de se dresser sur leurs pattes postérieures pour un numéro de cirque ou d'exécuter un saut à travers le cerceau qui leur est présenté. Le châtiment va représenter un second motif qui réside celui-ci dans l'usage d'une punition douloureuse afin de sanctionner l'animal, par exemple s'il a fait ses besoins au mauvais endroit, griffer un enfant ou déchiqueter un objet. Un troisième motif, c'est le déplacement de l'agression. Dans ce cas, l'animal fera office de souffre-douleur, de bouc émissaire, si vous voulez, lorsque l'individu n'a pas la possibilité d'atteindre une source de frustration qu'il craint. Par exemple, après une entrevue défavorable avec un supérieur hiérarchique, l'individu donne des coups de pied à son chien après une contrariété mineure. On a également l'utilisation agressive de l'animal qui consiste à provoquer son agressivité afin qu'il attaque d'autres animaux lors de combats institués qui mènent fréquemment à la mort ou qui produisent de graves blessures. Cette tradition, aujourd'hui, est le plus souvent illégale. En France, les combats d'animaux sont interdits depuis 1833, restent clandestinement pratiqués lors de paris qui peuvent impliquer des sommes d'argent vertigineuses dans certains pays et qui impliquent typiquement des coqs ou des chiens, mais aussi des chevaux, des chameaux, des buffles, des béliers ou des cochons. La motivation suivante, c'est une amplification de la violence. Elle consiste à utiliser l'animal comme une arme permettant de menacer ou de blesser autrui. Une étude comparant des personnes possédant des chiens dits à risque, comme des Rottweilers ou des Pitbulls, à d'autres, comme des Épagnols ou des Saint-Bernard, a montré que selon des archives judiciaires, les premières avaient davantage été condamnées pour avoir commis des agressions, comme si elles avaient finalement choisi, en quelque sorte, des animaux plus dangereux qui vont bien avec des intentions de violence, ou en tout cas d'impressionner l'environnement. Une autre étude a confirmé que les jeunes adultes en possession de chiens à risque, mais non de chiens de grande taille, déclaraient avoir davantage commis d'actes de délinquance. Alors, je ne prétends pas ici qu'il y ait une association entre le type de chien et le type de blessure, puisqu'en réalité, ce n'est pas le cas. En revanche, il y a un lien entre le type de chien qu'on choisit, c'est-à-dire le fait de choisir un chien qui a une sémantique, une connotation agressive, et les comportements de l'individu. Ça, c'est des données qui ont été publiées, qui sont relativement intéressantes. Ensuite, il y a une autre motivation qui consiste à choquer les gens qui sont témoins de la violence pour s'en amuser, par exemple. C'est dans cette catégorie que se trouve le cas très médiatisé d'un jeune homme de 25 ans, Farid de la Morlaise, condamné par la justice après avoir diffusé en 2014 les éprouvantes vidéos d'un chat qu'il s'amusait à maltraiter en le lançant sur un mur. Une autre motivation des violences, c'est la vengeance, qui se manifeste par l'agression d'un animal afin de porter préjudice à son maître. Ces atteintes peuvent être conçues comme matérielles, comme dans le cas de mutilation d'animaux d'élevage. Il peut également s'agir de violences ayant pour but de blesser une personne affectivement attachée à l'animal. Plusieurs enquêtes ont ainsi montré dans des contextes de violence conjugale que la crainte que leur conjoint ne maltraite l'animal de la famille amène de nombreuses femmes à différer leur départ et parfois à revenir au domicile après avoir quitté. Donc, il y a effectivement un élément finalement de pression. Et puis, pour terminer, il y a les préjugés hostiles que nous entretenons vis-à-vis des espèces qui vont également justifier des comportements brutaux, agressifs, violents vis-à-vis de celles-ci. Ainsi, l'individu va par exemple décimer des rats, des serpents, des insectes ou même des chats en justifiant son action par leur malignité ou par leur insignifiance.
tout cela, ça peut évidemment faire l'objet de variations et d'évolutions culturelles, hein. Des valences qui sont transmises, qui sont apprises, et ces préjugés peuvent dériver des désagréments ou de la dangerosité perçue des animaux, mais peuvent aussi, comme on l'a vu plus tôt, constituer des justifications utiles à légitimer toute exploitation d'ordre institutionnel. Donc, on va effectivement également considérer que les animaux, en réalité, parce qu'ils n'ont pas les capacités qu'ont des humains, eh bien, méritent des formes de traitement qui leur sont réservées. Voilà. Alors, pour finir avec ces croyances relatives à la valeur des animaux, finalement, dans l'enquête qui a été menée auprès de 12 500 adolescents en France, ceux-ci devaient justement se prononcer sur leur valeur par rapport à celle des êtres humains. On leur demandait également s'ils étaient favorables à ce que l'on sacrifie des souris ou des rats pour la recherche scientifique. Et on a mis en relation la valeur attribuée aux animaux en général ou bien la légitimation de leur utilisation scientifique et le fait d'avoir été auteur de violences envers les animaux, d'actes de cruauté. Et ce qui est ressorti, c'était que, indépendamment donc de variables de type âge, sexe et fragilité psychologique, il y avait un lien statistique significatif entre ces deux éléments. Donc, par exemple, on a ici, donc, dans l'étude dont je vous ai parlé, une comparaison entre ceux qui ont été auteurs de violences envers les animaux et ceux qui ne l'ont pas été. Donc, et on voit que sur tous les indices, quasiment, il y a une différence, hein. Donc, on a plus de garçons qui sont dans les auteurs. Ils ont des relations familiales plus fragiles, moins d'amis, moins de sentiments d'être soutenus à l'école, etc. Et puis, à la fin, il y avait donc dans la catégorie spécisme, donc alors c'est un terme qui est un petit peu polémique, mais on va dire que c'est une discrimination qui est exercée à l'endroit des animaux, une discrimination morale, si vous voulez. Donc, on demandait aux personnes, est-ce que les animaux ont plus de valeur que les humains, ou bien est-ce qu'on peut légitimer leur utilisation pour la recherche, par exemple? Eh bien, les adolescents qui avaient tendance à adhérer à l'idée que les animaux étaient utilisables comme des choses, en quelque sorte, eh bien, étaient aussi plus enclins à avoir été auteurs d'actes de cruauté envers ceux-ci. Donc cet argument semble intéressant puisque finalement, il démontre que au-delà même je dirais, des fragilités psychologiques dont j'ai beaucoup parlé, hein, qui sont bien sûr des éléments importants dans les brutalités qui sont commises à l'endroit des animaux, il y a également des croyances culturelles largement répandues qui contribuent elles aussi, d'une autre manière, à légitimer les cas de maltraitance envers les animaux. Voilà. Donc, lorsque l'on contrôle tous les facteurs statistiques qui étaient mesurés dans l'étude, on voit que, donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir l'effet pur, si vous voulez, l'effet net de chacune des variables, indépendamment de toutes les autres. On voit que les dernières dimensions, donc, qui sont en bas, restent prédictives de ces comportements de cruauté. Elles ne sont pas réductibles finalement à l'âge, au sexe, aux relations familiales, à l'anxiété, à différentes dimensions. Donc c'est bien un facteur distinct, séparé des autres, qui s'ajoute en quelque sorte aux autres. Ça, c'est un point qui semble intéressant puisqu'effectivement, il démontre que tout ce qui ferait qu'une société augmente finalement la considération générale qui est portée envers les animaux devrait en retour observer une diminution également des maltraitances qui sont commises à leur endroit. Voilà, et ça sera la conclusion de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention.